Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du laser, qui est un acronyme pour une expression anglo-saxonne qui signifie donc amplification de lumière par émission stimulée de radiation. Dans notre vie quotidienne, les lasers ont pris de plus en plus d'importance en médecine, en télémétrie, même dans l'industrie pour découper des pièces. Et donc, dans ce cours, on va voir un petit peu le principe de fonctionnement d'un laser. On va voir l'utilisation des coefficients d'Einstein, la nécessité d'une inversion de population et on va aussi parler de pompage optique. Alors, regardons un petit peu déjà avant de rentrer dans la définition des coefficients d'Einstein pour l'émission stimulée spontanée. Je vais expliquer à quoi ça sert. Regardons le principe de fonctionnement général d'un laser. Donc un laser, de façon très schématique, est constitué d'une cavité avec deux miroirs en regard, dont l'un d'ailleurs laisse partiellement passer la lumière. Et donc entre ces deux miroirs, on a la lumière laser qui fait des allers-retours et qui est amplifiée par ce qu'on appelle un milieu amplificateur. Et donc alors que cette lumière fait des allers-retours, comme ce miroir est semi-réfléchissant, eh bien elle laisse passer une partie du faisceau lumineux et c'est cette partie-là que l'on récupère en tant que lumière laser. Alors pour schématiser le principe de fonctionnement du laser, on va voir qu'il y a un équilibre qui s'établit entre le milieu amplificateur et la lumière, et c'est pour ça que c'est important de parler de l'interaction entre la lumière et la matière. Et donc schématiquement, tous les lasers sont à peu près basés sur ce fonctionnement-là. Vous avez ici un milieu qui peut être liquide, solide ou gazeux, comme par exemple le laser hélium-néon que l'on utilise en travaux pratiques fréquemment dans les prépas. Et donc, ce milieu-là peut être schématiquement modélisé comme un système à deux niveaux, donc deux niveaux d'énergie dans les molécules, dans les atomes, et la transition énergétique va se passer entre ces deux niveaux. Donc l'émission qu'on appelle stimulée entre ces deux niveaux, on va expliquer ce que c'est que l'émission stimulée un petit peu plus tard. Donc, on considère une population grand N d'atomes qui va se répartir entre ces deux niveaux d'énergie, E1 le plus bas, E2 le plus haut, sachant qu'à l'équilibre thermodynamique, chaque population, donc N1 et N2, donc le nombre d'atomes dans l'état 1, dans l'état 2, est proportionnel à ce qu'on appelle un facteur de Boltzmann, donc exponentielle moins E sur KBT, et évidemment, plus le niveau d'énergie est bas, plus ce facteur est grand, ce qui signifie qu'à l'équilibre thermodynamique, c'est le niveau le plus bas qui est le plus peuplé. Et donc c'est ce qu'on voit en faisant le quotient N1 sur N2, exponentielle E2 moins E1 qui est positif sur KBT, donc cette exponentielle est plus grande que 1. Mais on va voir que le fonctionnement du laser repose sur la notion d'inversion de population, c'est-à-dire que pour que ce milieu amplifie la lumière, eh bien il faut qu'au contraire ce soit le niveau haut qui soit le plus peuplé. Un petit peu comme des skieurs. Et il faut que, le nombre de skieurs en haut des pistes soit plus grand que le nombre de skieurs qui attend le remonte-pente. Et ce remonte-pente, c'est ce qu'on appelle le pompage. Donc il va y avoir nécessité d'un pompage pour amener un maximum d'atomes de l'état bas vers l'état haut. Et pour réaliser cette inversion de population. Nous allons voir que l'interaction entre la lumière et la matière, le milieu amplificateur, repose sur trois mécanismes qui sont l'émission spontanée, l'absorption et l'émission stimulée de lumière. Et donc, il y a un équilibre qui va s'établir entre ces trois mécanismes. Et donc, on va parler des coefficients d'Einstein associés à chacun de ces mécanismes. Donc, l'émission spontanée de lumière, c'est un mécanisme qui permet donc à un atome ou une molécule qui est sur un état excité, donc l'électron se trouve sur l'état E2, de se désexciter en émettant un photon dont la fréquence est directement liée à la différence d'énergie entre ces deux niveaux. Et cela se fait de façon spontanée. Et donc si on calcule la variation au cours du temps de la population d'atomes dans l'état 2, due à ce phénomène d'émission spontanée, eh bien, elle va être proportionnelle au nombre d'atomes, de molécules qui sont déjà dans cet état excité. Et le coefficient de proportionnalité, c'est ce qu'on appelle donc le coefficient d'Einstein pour l'émission spontanée. Et donc, on voit tout de suite par homogénéité que ce coefficient est proportionnel à l'inverse d'un temps. Et ce temps peut être interprété de diverses manières. Ça peut être considéré comme un temps de relaxation, c'est-à-dire un temps caractéristique
de décroissance d'une population qui serait sujette uniquement à ce mécanisme d'émission spontanée, puisqu'on a l'équation différentielle d2 n2 sur dt2 plus n2 sur taux est égal à 0. Donc si on considère une population initiale, elle va décroître avec un temps caractéristique taux. Mais ce temps taux, il peut aussi être interprété comme le temps moyen de durée de vie d'un atome sur l'état excité. Et donc typiquement, ce temps, il est de l'ordre de la nanoseconde pour des lampes spectrales classiques type vapeur de mercure, vapeur de sodium. Voilà ce premier coefficient d'Einstein pour l'émission spontanée. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand un atome émet un photon de la sorte dans une source, ces photons vont être émis dans toutes les directions de l'espace par les différents atomes et ils n'ont pas de relation ni de phase entre eux, donc ils ne sont pas corrélés. Donc on ne pourrait par exemple pas faire d'interférence entre ces différents atomes. Ils sont également émis avec un déphasage aléatoire. Donc la phase est aléatoire, la polarisation de l'onde électromagnétique associée est aléatoire et la direction d'émission est aléatoire. Ce n'est pas avec une telle émission qu'on va pouvoir réaliser un laser, parce qu'un laser est une source de lumière de grande cohérence, avec une lumière qui a donc une direction avec une grande directivité. Et donc on va voir qu'au contraire, ce sera l'émission stimulée qui va permettre de faire ça. Parlons maintenant de l'absorption et du coefficient d'Einstein associé à cette absorption. Donc on va maintenant parler du mécanisme d'absorption. Donc le mécanisme d'absorption, c'est le mécanisme inverse en quelque sorte que celui d'émission spontanée. Donc lorsqu'un photon incident arrive et qu'il a la bonne énergie, c'est-à-dire une énergie qui correspond à la différence d'énergie entre le niveau 1 et le niveau 2, il va faire passer donc l'électron du niveau bas au niveau haut. Et donc cela va modifier la répartition dans les populations d'atomes. Donc par absorption, le niveau 2 va être plus peuplé et le niveau bas va être moins peuplé, bien sûr. Et donc on comprend que cette variation de population est proportionnelle au nombre d'atomes qui se trouvent dans l'état bas. Elle est aussi proportionnelle à la durée d'exposition des atomes à ces photons. Et puis donc il y a un coefficient de proportionnalité qu'on appelle le coefficient d'Einstein pour l'absorption B1,2. On passe du niveau 1 au niveau 2. Mais c'est aussi proportionnel à ce qu'on appelle la densité spectrale du rayonnement à cette fréquence-là, puisqu'on comprend qu'il faut que les photons aient la bonne énergie. Plus j'ai de photons à la bonne énergie, plus cette probabilité sera importante de passer du niveau 1 au niveau 2. Et donc cette densité spectrale d'énergie, elle est donnée à l'équilibre thermodynamique entre le rayonnement et la matière. Elle est donnée par la loi de Planck, qui est cette courbe en cloche caractéristique du corps noir. Je ne donne pas la formule ici, ce n'est pas utile. Mais donc voilà, plus il y a de photons à la fréquence correspondante à cette transition, plus on aura d'atomes qui vont passer du niveau bas au niveau haut. Alors on va maintenant passer donc au mécanisme qui nous intéresse véritablement, qu'on appelle donc l'émission stimulée. Donc l'émission stimulée, c'est peut-être quelque chose d'un peu anti-intuitif. Donc on a nos deux niveaux d'énergie. Donc ça correspond à un mécanisme d'émission. Donc c'est un passage du niveau 2 au niveau 1. Mais paradoxalement, donc, cette émission va être stimulée par le fait qu'un photon incident arrive sur l'atome qui est déjà dans un état excité et qui donc sous l'action de ce photon incident va donner naissance à un deuxième photon. Et ce sont deux photons qui sont des photons jumeaux. C'est ça qui est important, contrairement à l'émission spontanée, c'est-à-dire que ces deux photons vont être corrélés entre eux, ils vont être dans un même état de phase, de polarisation et aussi de direction, de directivité. Donc grâce à ce mécanisme-là, eh bien, on peut réaliser un faisceau laser puisque ces deux photons, à leur tour, vont pouvoir aller sur un autre atome et générer chacun un deuxième photon qui va être corrélé à chacun d'entre eux. Et donc petit à petit, dans le milieu amplificateur, c'est ainsi qu'on réalise une source de grande cohérence temporelle avec une très grosse directivité. Alors il existe également un coefficient d'Einstein pour l'émission stimulée. Voilà. Donc on voit que
Ici, c'est le niveau de population dans l'état 1 qui va augmenter, au détriment donc des atomes qui sont dans un état excité. Et donc, ceci va être proportionnel alors, au nombre d'atomes qui sont présents dans l'état excité, puisque c'est une désexcitation, autant à la densité, là aussi spectrale, de photons incidents, c'est-à-dire plus on a de photons incidents présents dans le rayonnement, là aussi plus ce sera probable. Et puis, donc au coefficient d'Einstein, B de 1, donc puisqu'on va de l'état 2 à l'état 1. Donc voilà la définition de ce coefficient d'Einstein pour l'émission stimulée. Alors évidemment, il y a des liens entre ces trois coefficients d'Einstein, A21, B12, B21, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Le raisonnement que l'on va faire repose sur ce qu'on appelle un bilan de population. C'est ce que les anglo-saxons appellent les rate equations. Donc à l'équilibre entre le rayonnement et la matière, les populations vont être stables et donc il n'y aura plus d'évolution de ces populations entre les deux niveaux d'énergie E1 et E2. Un équilibre s'établit entre les trois processus d'émission spontanée, d'absorption et d'émission stimulée. Et donc, dN1 sur dt, le nombre d'atomes pour l'émission, donc on aura A21 N2 plus moins B12, donc là il s'agit de l'absorption U de nu0 N1 plus B21 U de nu0 N2. Le phénomène d'émission spontanée, le phénomène d'absorption et le phénomène d'émission stimulée. On peut en tirer U de nu0 en le factorisant et donc on obtient U de nu0 est égal à A21 N2 divisé par B12 N1 moins B21 N2. Et donc l'idée va être, pour trouver des relations entre les coefficients d'Einstein, d'identifier cette relation à la loi de Planck. Pour trouver le lien entre les différents coefficients d'Einstein, on va donc identifier cette loi tirée du bilan de population et de l'équilibre entre les trois mécanismes absorption, émission spontanée, émission stimulée, avec la loi du rayonnement de Planck. Et donc, couplé avec l'équilibre de Maxwell-Boltzmann, donc qui nous disait que le rapport des populations N1 sur N2, c'était exponentielle E2 moins E1 sur KBT et que ceci était d'ailleurs supérieur à 1. Donc pour pouvoir identifier les deux, on va faire une petite manipulation. Donc on va diviser ici par B21 N2 pour faire apparaître le coefficient moins 1 ici de la loi de Planck. Donc on aura A21 divisé par B21 après avoir simplifié par N2 est égal à B12 sur B21, donc N1 sur N2 moins 1. Et donc grâce ici à la loi de Maxwell-Boltzmann, on peut remplacer le rapport des populations. Donc ça fera B12 sur B21 exponentielle, donc E2 moins E1 sur KBT moins 1. Et donc si on identifie ça avec la loi de Planck, on sait que le photon qui permet à la fois l'absorption et l'émission stimulée doit être, H nu doit être à la bonne énergie, qui correspond à la différence d'énergie entre les deux niveaux. Et donc on voit que par identification, B12 sur B21 est égal à 1. Donc les deux coefficients d'Einstein, B12, B21, sont égaux. Et on voit que donc A21 sur B21 donc, est égal par identification à 8pi H nu au cube sur C cube. Alors ce qui nous montre deux choses importantes. Si on connaît un seul des trois coefficients d'Einstein, on peut déterminer les deux autres. Et également que dans ce bilan,
la présence de l'émission stimulée est indispensable pour pouvoir identifier avec la loi de Planck, puisque c'est donc la présence de ce terme-là qui, s'il n'était pas présent, ne permettrait pas donc cette identification. Donc, dans une deuxième partie, après avoir défini les trois coefficients d'Einstein, vu la relation qu'ils avaient entre eux, on va démontrer la nécessité de l'inversion de population et donc du mécanisme qui permet cette inversion de population, c'est-à-dire le pompage optique. Donc on rappelle que si on est simplement à l'équilibre thermodynamique, eh bien le niveau 1 est plus peuplé que le niveau 2. Or, pour réaliser l'amplification de lumière dans le milieu amplificateur, eh bien il faut que ce soit l'émission stimulée qui soit le mécanisme prépondérant. Et cette émission stimulée sera d'autant plus efficace que c'est le niveau d'énergie élevé qui est peuplé. Et donc on va voir comment on peut réaliser ça et pourquoi, effectivement, si ça n'est pas le cas, le faisceau de lumière, au lieu d'être amplifié dans le milieu, va être atténué. Alors pour ça, on va se baser sur un bilan d'énergie électromagnétique. On va isoler mentalement une petite tranche ici dans le milieu amplificateur, donc comprise entre Z et Z plus DZ. Et donc on va faire un bilan temporel, un bilan spatial d'énergie électromagnétique. On pourrait presque dire que c'est le premier principe de la thermodynamique que l'on applique à ce système. Et on va voir donc pourquoi il est nécessaire de réaliser cette inversion de population. Alors c'est un petit peu délicat ce bilan, on va essayer de bien le détailler. Il est basé sur le même type de raisonnement que ce qu'on fait en diffusion thermique pour démontrer l'équation de diffusion, ou alors en diffusion de particules pour faire un bilan de particules. Donc regardons un petit peu. Alors, tout d'abord parlons du bilan temporel. On va calculer de deux façons différentes la variation d'énergie électromagnétique contenue dans le volume d taux, donc égal à S dz. Donc je vais appeler S la section ici du milieu amplificateur que l'on isole mentalement, donc pendant dt. Et donc pour ça, il faut introduire la notion de densité volumique d'énergie électromagnétique, que je vais appeler petit e indice EM, donc énergie électromagnétique par unité de volume, donc en joules par mètre cube. Donc on peut dire que l'énergie électromagnétique contenue dans ce système à l'instant t, c'est la densité volumique d'énergie électromagnétique en Z à T fois le volume d taux. L'énergie électromagnétique dans cette tranche à T plus dt, c'est la même densité à T plus dt fois d taux. Et donc la variation de cette densité, c'est ce qu'on a à T plus dt moins ce qu'on a à T. Donc on fait intervenir la dérivée partielle de cette densité d'énergie électromagnétique, donc fois dt fois d taux. Donc ça, c'est le bilan temporel. Alors maintenant, pourquoi cette énergie contenue dans ce cylindre a-t-elle varié? Eh bien là, il y a différents mécanismes. Tout d'abord, il y a une onde électromagnétique qui circule dans le milieu. Donc on va dire que cette onde électromagnétique, grâce au vecteur de Poynting, donc je ne sais pas si tu as déjà fait ton cours sur le transport d'énergie électromagnétique grâce à une onde électromagnétique, mais on montre en électromagnétisme qu'on peut définir un vecteur, je vais l'appeler pi, donc qui va dépendre de z et de t, qui est dirigé selon la direction de propagation de l'onde et qui est en watts par mètre carré, donc qui nous permet de calculer la puissance transportée par l'onde électromagnétique par unité de surface. Et donc on va dire que cette énergie varie, donc parce qu'il y a donc de l'énergie entrante pendant dt en z, il y a aussi de l'énergie sortante, donc qui sera comptée négativement, donc dans le bilan d'énergie, comme dans le premier principe, tout ce qui est reçu par le système est compté positivement, tout ce qui est perdu est compté négativement. Et puis, de la même manière qu'en diffusion thermique, par moment, on introduit des termes ce qu'on appelle de source ou de puits d'énergie ou en diffusion de particules. Et bien là aussi, on va avoir des termes de production d'énergie grâce à l'émission
de photons. Et puis on aura aussi un terme d'absorption qui lui sera compté négativement. Donc parce qu'effectivement, une partie du rayonnement qui est dans ce volume-là est absorbée par les atomes, ce qui leur permet de passer d'ailleurs du niveau 1 au niveau 2, donc moins énergie absorbée. Donc on est là maintenant dans le bilan spatial. Donc on va introduire ce vecteur de Poynting. Donc on aura pi de z et de t donc fois la surface, parce que c'est le flux donc, de ce vecteur à travers la surface S qui est la puissance. Donc on veut des énergies, donc on multiplie par le temps. Et puis maintenant, ce qui est sortant en Z plus dz, donc moins pi de S plus dz, S dt. Alors maintenant, parlons du terme d'émission. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a deux mécanismes d'émission de lumière à l'intérieur de ce volume. Il y a de l'émission stimulée et il y a de l'émission spontanée. Alors la grande différence entre l'émission spontanée et l'émission stimulée, on l'a vu tout à l'heure ensemble, l'émission spontanée se fait dans toutes les directions de l'espace. Donc la probabilité pour qu'un photon émis par émission spontanée soit dans la bonne direction est finalement très très faible. Donc ici, c'est la raison pour laquelle on ne va pas compter l'émission spontanée, mais on va compter uniquement l'émission stimulée. Parce que l'émission stimulée, les photons produits sont dans la même direction, sont cohérents avec les photons incidents. Et on a vu que dans la cavité, c'est par aller-retour de cette lumière laser par émission stimulée qu'aura lieu donc la fabrication de ce faisceau laser. Donc on ne va prendre en compte que l'énergie fournie par l'émission stimulée. On va introduire également des densités volumiques de particules d'atomes dans l'état 1, dans l'état 2. Donc on pourrait dire que dans ce volume d'étau SdZ, on a un nombre d'atomes dans l'état 1, une population volumique, petit n1, donc c'est le nombre d'atomes par unité de volume, et également pour l'état 2. Donc, l'énergie produite par émission stimulée va être proportionnelle donc, à l'énergie fournie par l'émission de chaque photon qui sera émis par émission stimulée, elle-même proportionnelle donc au nombre d'émissions stimulées qu'il y a dans ce volume pendant l'intervalle de temps dt. Ce qui va donc nous faire intervenir le coefficient d'Einstein B21 fois la densité spectrale U0, donc fois le nombre d'atomes dans l'état 2. Donc je multiplie la densité volumique d'énergie par le petit volume d'étau. Et en ce qui concerne donc l'énergie absorbée, c'est le mécanisme inverse, c'est le mécanisme d'absorption qui fait intervenir donc le coefficient d'Einstein B12. Et donc ce sera compté négativement, donc moins h nu 0, B12, U de nu 0, N1 d'étau. Alors on va travailler un petit peu sur ce bilan. Donc comme classiquement dans les bilans d'énergie, les bilans de particules, on sait que d'étau, dt, voilà, risque de se simplifier. Or c'est ce qui se passe. Donc ça fait moins la dérivée partielle du vecteur de Poynting par rapport à z, donc fois s dz. Donc là on récupère d'étau fois dt. Donc là on va mettre des choses en facteur. Donc h nu 0, b de 1, u de nu 0. Et là, on a une différence de densité de population, donc N2 moins N1, donc fois d'étau, fois dt. On va réécrire ce bilan, sachant qu'il existe un lien entre U de nu 0 et le vecteur de Poynting. En fait, ils sont proportionnels. C'est ce qu'on va exploiter maintenant. On va simplifier l'équation. On va voir la nécessité d'une inversion de population et donc celle du pompage optique. Donc après toutes les simplifications par dt d'étau, finalement le bilan d'énergie prend cette forme relativement simple. Alors reste à montrer que le coefficient, l'énergie, la densité d'énergie électromagnétique et le vecteur de Poynting sont proportionnels. Donc pour ça, le raisonnement est le suivant. Quand on a une onde électromagnétique qui se propage, donc associée avec un vecteur pi,
Donc le flux d'énergie, la puissance transportée par l'onde, c'est donc le flux du vecteur de Poynting à travers cette surface. Et donc si on calcule l'énergie qui va traverser pendant un intervalle de temps dt cette surface S, eh bien elle est contenue dans un cylindre de génératrice CdT, C étant donc la vitesse de la lumière, la vitesse de propagation de l'énergie dans le milieu, par exemple gazeux. Et donc, toute cette énergie, c'est la densité volumique d'énergie multipliée par le volume du cylindre, donc S fois C dt. Et donc, c'est aussi le flux du vecteur de Poynting, donc pi fois S multiplié donc par dt. Donc, on en déduit que le vecteur de Poynting est proportionnel à la densité volumique d'énergie. Et donc, il est relié à celle-ci, donc par la vitesse de la lumière. Par d'ailleurs un peu d'analyse dimensionnelle, pi est en watts par mètre carré, C est en mètres par seconde et la densité volumique d'énergie en joules par mètre cube. Et donc, on voit bien que on récupère les bonnes unités, les bonnes dimensions. Donc, il y a un lien entre les deux. Donc, on peut éliminer la densité volumique d'énergie au profit du vecteur de Poynting. Donc, ça va faire 1 sur C d2pi sur dt plus dpi sur dz. Autre relation, c'est le fait que cette densité volumique d'énergie est reliée, elle aussi, à la densité spectrale. Alors attention, là, la densité spectrale, c'est pour une fréquence donnée. Mais donc, si on représente cette densité spectrale, eh bien, U de nu 0, eh bien, en réalité, donc la densité d'énergie électromagnétique, c'est l'intégrale pour toutes les fréquences de cette densité spectrale. On intègre sur tout le spectre. Et donc, on peut dire que la densité spectrale d'énergie, c'est l'énergie totale contenue pour toutes les fréquences fois une fonction phi de nu normalisée, c'est-à-dire dont l'intégrale vaut 1. Puisque quand on reprend l'intégrale ici, on va avoir l'intégrale de U de nu d nu égale donc cette constante fois l'intégrale de phi, donc l'intégrale de phi vaut 1. Et donc on voit de ce point de vue-là que la densité spectrale d'énergie pour une fréquence donnée est proportionnelle à l'intégrale complète sous la courbe. Ce qui nous permet ici également de considérer que ce terme est proportionnel à la densité spectrale d'énergie et donc aussi au vecteur pi. Donc finalement, on va voir ce qui se passe en régime permanent et on va voir la nécessité de l'inversion de population. Si on se place en régime permanent, ce terme-là est nul. Et donc on obtient une équation du type dpi sur dz est égal à une constante k positive, facteur de n2 moins n1. Et donc on voit que fois pi, puisque à l'intérieur de U0, on a quelque chose de proportionnel à pi. Alors de deux choses l'une, ou bien on est avec une population n1 qui est plus grande que n2. Donc on pourra réécrire cette équation dpi sur dz. On a vu que c'est ce qui se passait à l'équilibre thermodynamique avec les facteurs de Boltzmann. Donc plus k facteur de n1 moins n2 qui sera positif fois pi égale 0. Donc tout ça on peut le poser égal à 1 sur delta, une distance caractéristique. Et donc on aura pi est égal à pi 0 exponentielle moins z sur delta. Ce qui fait que l'onde électromagnétique décroît exponentiellement avec la distance, avec une distance caractéristique delta. Et donc, au lieu d'avoir un milieu amplificateur, on a un milieu atténuateur. Donc, on voit que si on ne fait rien et qu'on laisse la population N1 être plus grande statistiquement que N2, tout simplement parce que c'est le niveau d'énergie le plus bas, eh bien, on ne pourra pas réaliser un laser. Au passage, cette relation-là, c'est la loi de Beer-Lambert. Le fait que quand on prend le log, la puissance transportée, le flux à travers une surface va être proportionnel à la distance. Donc c'est ce qu'on fait en chimie quand on dit que voilà, on fait passer un faisceau dans une cuve de distance d et que l'absorbance qui mesure donc cette absorption est proportionnelle à la distance. Donc nécessité d'une inversion de population,
Si N2 est plus grand que N1, au contraire, cette loi s'écrira donc toujours la même équation différentielle, mais on aura un changement de signe. Donc avec delta est égal à 1 sur K facteur de N2 moins N1 qui sera positif, égale 0. Donc c'est assez rare qu'en physique on ait des exponentielles divergentes, mais ici c'est exactement ce qu'on cherche. Donc on cherche un milieu amplificateur, donc un milieu qui va augmenter le vecteur de Poynting, le flux de l'onde électromagnétique, et donc effectivement il faut que N2 soit plus grand que N1, et pour cela, eh bien, il faut qu'on réalise ce qu'on appelle un pompage optique, donc c'est-à-dire amener un maximum d'atomes qui sont dans l'état le plus bas vers l'état d'énergie élevé, et ça se fait en apportant de l'énergie au système, donc ça peut être un pompage par des décharges électriques, et donc il faut réaliser cette inversion de population pour permettre l'amplification du laser dans la cavité. Alors au programme de la classe de PC, il y a en plus donc l'analogie entre le laser et l'oscillateur à pont de Wien. Et donc je vous ramène pour tout ce qui est la théorie de l'oscillateur à pont de Wien, donc aux 3 vidéos qui ont été réalisées sur ce sujet-là. Je vais quand même en dire 2 mots donc de cette analogie très rapidement. Donc l'oscillateur à pont de Wien est constitué donc de 2 étages. Un étage amplificateur non inverseur de gain G et le filtre de Wien qui est un passe-band. Donc un passe-band. Donc qui va sélectionner la fréquence d'oscillation. Donc on a expliqué en long, en large et en détail pourquoi ce système-là allait osciller à la fréquence propre du filtre de Wien qui est mis en boucle de rétroaction ici. Et donc l'analogie entre ce schéma-là et le laser est la suivante. Donc ici on a une cavité optique. Alors on peut démontrer que, un peu comme une corde de Meld, le champ électromagnétique, le champ électrique a des nœuds entre les 2 extrémités de cette cavité. Donc on a une condition analogue à la condition de résonance de la corde de Meld, c'est-à-dire que la longueur de la cavité, c'est un multiple entier de la demi-longueur d'onde, ce qui nous permet de retrouver les fréquences propres de la cavité. Donc la cavité du laser va jouer le même rôle que le passe-band, le filtre de Wien de l'oscillateur à pont de Wien, et le milieu amplificateur va jouer le même rôle que l'amplificateur non inverseur de l'oscillateur à pont de Wien. Et on voit que dans les 2 cas, il faut apporter de l'énergie. Donc l'énergie ici proviendra du pompage optique, alors que là, bien sûr, l'énergie provenait de l'alimentation de l'amplificateur au travers donc des tensions d'alimentation plus ou moins 15 volts de l'amplificateur.